On va évoquer un sujet, Glencore, la grosse firme de trading Glencore, qui avoue avoir corrompu des officiels au Cameroun et au Nigeria, deux pays où ces officiels en question ne reconnaissent pas la corruption dont il est question. Oui, et ce n'est pas vraiment une surprise, hein, puisque le mois dernier, Glencore avait déjà reconnu devant la justice américaine s'être livré à des activités de corruption. Il faut dire que le groupe anglo-suisse était pris à la gorge avec des révélations du département de la justice américain et du bureau britannique des investigations. Alors, les enquêtes de ces deux institutions ont démontré qu'entre 2007 et 2018, Glencore et toutes ses filiales ont payé près de 100 millions de dollars à des sociétés intermédiaires en Afrique et en Amérique latine. 100 millions de dollars afin d'avoir des avantages indus, par exemple pour obtenir et conserver des contrats avec des entités publiques. En ce qui concerne les pays africains, la multinationale a admis que 28 millions de dollars en pots de vin ont été déboursés par sa filiale anglaise Glencore Energy UK au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale ou encore au Soudan du Sud. L'objectif étant d'obtenir un accès prioritaire à des actifs pétroliers dans ces pays. Alors Glencore a dissimulé ses paiements de pots de vin en concluant des faux accords de conseil, en payant des factures, j'en perds mon latin, des factures gonflées ou en utilisant des sociétés fictives pour verser de l'argent à des fonctionnaires corrompus. Voilà, et donc suite aux premiers aveux devant la justice américaine, Glencore a été condamné à verser une amende de 1,1 milliard de dollars pour échapper au procès qui lui aurait coûté encore plus cher. Le groupe sera également condamné en novembre prochain par la justice britannique dans cet arrangement qui lui permet en quelque sorte d'éviter un procès en bonne et due forme. Comment réagissent les pays africains dont il est question à propos des aveux de corruption faits par Glencore? Alors, de leur côté, c'est soit le silence radio, il y a eu finalement peu de réactions officielles depuis le mois dernier, soit le démenti. C'est le cas par exemple au Cameroun de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, qui a communiqué sur cette affaire après le jugement de mai et qui nie totalement avoir pris part à ce système de corruption. Pourtant, l'affaire fait grand bruit dans ce pays où l'historique des scandales de corruption n'en finit plus de s'allonger. Les opposants et la société civile pressent les autorités d'ouvrir une enquête pour identifier les responsabilités locales et traduire en justice les personnes impliquées dans cette affaire. Certains députés demandent même à l'Assemblée l'ouverture, la création d'une commission d'enquête parlementaire afin de clarifier le dossier. La Commission nationale anticorruption, la CONAC, a été saisie par l'opposant Akeremouna, mais peu de chances que cela débouche sur une véritable enquête au vu des implications politiques dans ce cas. Alors, c'est dit que Glencore va payer une grosse amende à la justice américaine et à la justice britannique, je crois, mais zéro amende aux contribuables africains qui ont été dépouillés de leur dû par ces manœuvres de corruption. Absolument. C'est comme s'il n'existait pas. Comme s'il n'existait pas, et le préjudice a été commis contre les populations africaines. Maintenant, on ne peut pas ne pas voir ce qui a été fait ici en France, je pense, où lorsque les enquêtes sur les biens mal acquis ont abouti, on a changé la législation pour que l'argent soit restitué aux victimes. Il faut, je pense, aussi obtenir que dans des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, que l'argent soit restitué aux pays africains. Parce que le préjudice n'a pas été commis contre les États-Unis ou contre l'Angleterre. C'est bien qu'ils peuvent parler de fraude fiscale, de diminution de l'assiette de base de la taxation, mais le plus gros préjudice a été commis contre les pays africains. Donc il faut trouver un mécanisme pour que l'argent soit restitué aux pays africains. Et si on s'en tient aux réactions dont vient de parler Fabrice, il n'est pas sûr que les pays africains qui veulent que cette affaire-là passe rapidement pour éviter que ça éclabousse au plan national certaines sommités, certains notables. Ces pays africains, je ne suis pas sûr qu'on peut compter sur eux pour réclamer
que l'argent leur soit rendu. Donc il faut peut-être encourager la société civile à obtenir le rapatriement de cet argent. La deuxième chose que moi, j'observe avec beaucoup de surprise et sans doute même de regret, c'est que, alors que les pays africains ont été victimes, aujourd'hui, on voit, soit ils sont dans le déni en disant que nous, on n'a pas été victimes, soit ils sont dans la discrétion totale quand on prend certains pays où... ceux qui sont dans le déni, ce n'est pas les victimes, hein, c'est les complices. C'est ça. Mais ils sont censés défendre les intérêts des peuples, mais ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Et donc, au-delà de cette affaire doit quand même nous amener à réfléchir sur comment l'intérêt général des populations africaines. Le pétrole ne profite donc qu'à des sociétés comme Glencore, des intermédiaires, des traders comme Glencore, et puis les baronnies locales qui profitent, alors que le préjudice aujourd'hui de l'exploitation pétrolière dans le delta du Niger, c'est les populations du Nigeria qui le vivent et qui le payent au plus fort, qui payent l'impact environnemental. Elles ne profitent pas, et il faut trouver sans doute, à mon avis, engager une réflexion pour que vraiment les ressources minières et naturelles des pays africains profitent surtout aux populations africaines. Et quelque part, on peut même faire le lien avec le terrorisme, même si ce ne sont pas des pays touchés directement. Enfin, il y a le Cameroun quand même et le Nigeria qui sont touchés par le terrorisme. Tout cet argent qui est volé au peuple africain, en fait, il est volé à ceux et celles qui habitent dans les zones frontalières, qui vivent avec une très faible présence de l'État et qui sont donc vulnérables quand le terrorisme arrive, Fabrice. Oui, et alors, il faut rapporter ça à la fameuse amende. Déjà, premièrement, comme le dit Sédic, qui n'est pas payée aux Africains. Et rapporter cette amende à ce que gagne un groupe comme Glencore. Glencore, multinationale, richissime, qui fait un chiffre d'affaires quand même annuel de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la quantité d'argent que c'est. 130 000 milliards de francs CFA. Bon calcul, c'était rapide. Alors, donc, demander à un groupe qui fait 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires de payer 1 milliard, la justice britannique demandera à peu près la même chose. C'est rien pour ce groupe. Donc, ils peuvent se permettre de reconnaître qu'ils ont commis ces actes de corruption. Et de recommencer. Et certainement, on n'en sait rien de recommencer. Mais dans toute affaire de corruption, il y a un corrupteur. Dans le cas précis qu'on a ici, il a avoué et il y a un corrompu. Et si le corrupteur est sanctionné, le corrompu doit l'être également. Sauf que ici, le corrompu a des liens étatiques ou est carrément au pouvoir dans certains pays. Et donc, la difficulté, c'est d'aller chercher ces personnes et de leur demander de rendre des comptes. Et ça, c'est juste incroyable qu'on n'arrive pas à suivre, à rendre des comptes. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ont adhéré à des conventions internationales pour la transparence de l'industrie extractive. C'est une initiative internationale. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de se dire l'argent du pétrole qui a été siphonné, c'est le terme que je choisis, je cherchais, pendant des années, ne sera pas rendu, ne profitera à des individus. Donc aujourd'hui, c'est terrible. L'histoire est vraiment un éternel recommencement pour les pays africains à ce niveau, parce que la corruption de ces groupes, c'est connu depuis des années. Glencore a été mise en cause dans des affaires de travail d'enfants, dans des mines, dans des mines en RDC par exemple. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut encore légitimement admettre qu'un tel groupe puisse continuer de mener des activités en Afrique alors que des faits aussi accablants sont mis à jour? Mais